Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Cécilia Bossard, développeuse libriste, consultante senior chez Shodo Nantes. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique de Julie Chaumard sur les Tilleuls, une coopérative basée sur le logiciel libre, et aussi la chronique de Marie-Odile Morandi sur le vote électronique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 avril 2025. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, ma collègue Isabelle Vanni. Salut Isa. Salut Fred et bonne émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer avec la chronique à la rencontre du libre de Julie Chaumard. Pour sa chronique, elle parcourt le monde à la recherche de personnes et d'organisations utilisatrices et contributrices de logiciels libres pour recueillir leurs pratiques et leurs besoins. Aujourd'hui, c'est une rediffusion d'une chronique intitulée « Les Tilleuls, une coopérative basée sur le logiciel libre ». On se retrouve dans 10 minutes. Pour la première de la chronique à la rencontre du libre, nous allons interviewer Salomé Yaya Chérif, une jeune femme qui travaille pour la coopérative Les Tilleuls, qui a été créée en 2011 et qui est dirigée aujourd'hui par Kevin Douglas, un des fondateurs historiques, et par Marion Agé, qui est également directrice technique. Salomé, si tu es là, peux-tu nous en dire plus sur toi et sur cette coopérative ? Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Bonjour Parfait. Salomé, merci. Et merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Donc effectivement, je me présente, je suis Salomé, je fais partie de l'équipe commerciale chez lestilleuls.coop. Pour vous en dire un peu plus sur qui nous sommes, donc nous sommes une société de services. On accompagne donc nos clients via des prestations de services web, que ce soit en développement, en consulting, en formation, etc. Et notre particularité, vous l'aurez compris, c'est qu'on est une coopérative. Merci Salomé, cela fait plaisir de voir donc une bonne parité femmes et hommes à la direction des Tilleuls avec ce duo de dirigeants. Qu'en est-il pour le reste des salariés de la communauté et quelles actions faites-vous aux Tilleuls pour permettre un bon équilibre et de ne pas vous retrouver avec beaucoup plus d'hommes que de femmes ? Je pense sûrement que c'est le cas, tu vas nous dire, parce que c'est le domaine technique qui contient encore aujourd'hui plus d'hommes. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a 2 co-gérants, Kevin et Marion. C'est quelque chose qui est très important pour nous et qui a toujours été un choix d'avoir une co-gérance mixte. On a aussi plusieurs femmes parmi les postes à responsabilité et des postes assez élevés chez nous, que ce soit dans l'équipe, par exemple, chefferie de projet, en marketing, en développement. On travaille beaucoup au niveau de notre attractivité, pour attirer plus de femmes, parce qu'effectivement, au niveau de nos effectifs, on a plus de développeurs que de développeuses. Donc pour ça, on essaye d'instaurer un maximum d'égalité. Ça fait partie de notre ADN en tant que coopérative. Par exemple, on propose une grille de salaire qui ne fait pas de différence selon le genre, ce qui est quand même assez normal, mais qui n'est pas toujours intégré partout. On propose aussi des congés menstruels et d'autres mesures, comme par exemple un réel suivi pour le retour de congé maternité. Oui, il faut aussi que les femmes se sentent, capables de devenir développeurs et que ça vient depuis l'enfance et le système éducatif. Pour en revenir aux Tilleuls, quels sont les services que vous vendez exactement ? Alors c'est très diversifié. Comme je l'ai dit au début, soit on peut accompagner nos clients en développement, donc que ce soit dans leur équipe ou en autonomie. On fait aussi du consulting, tout ce qui va être conseil, audit, etc., de l'hébergement, de la formation. Et nos clients sont assez diversifiés. Ça va de la très grande entreprise à la petite start-up locale. D'accord. Et donc vos clients, il y a une part publique-privée ?
Alors oui, on travaille beaucoup avec des acteurs publics, notamment avec des appels d'offres, mais on travaille aussi avec des clients privés. Au niveau de la part, je dirais qu'on a quand même beaucoup plus de clients privés à l'heure actuelle. D'accord, non, c'est bien. Et tu as des exemples de ces clients ? Oui, par exemple, on travaille avec des clients, on va dire, qui sont assez connus comme France TV, Arte. On travaille aussi avec Decathlon, avec Mediapart, par exemple. Donc, on est dans tous les types de secteurs. On travaille aussi pas mal donc avec les médias, les fédérations sportives, le retail. C'est assez diversifié. Donc, ces clients utilisent l'écosystème du logiciel libre parce que vous, en tant que Tilleul, vous êtes basé sur l'écosystème ou sur le logiciel libre. Oui, exactement. En fait, on est expert, on est reconnu pour notre expertise en logiciel libre, à la fois par nos contributions dans plusieurs logiciels et frameworks très connus comme Symfony par exemple, Laravel, Kadi, etc. Et on a aussi nos propres logiciels libres qu'on a développés, donc qui sont API plateforme, qui vous permettent de créer des API standardisées. C'est quoi une API ? Alors, une API, ça va vous permettre de communiquer entre deux outils, entre deux applications. C'est un peu comme un pont en fait. Merci. Donc API plateforme et FrankenPHP, donc qui est un serveur d'application qui va vous permettre d'améliorer vos performances, les performances de vos applications. On est aussi auteur et autrice d'ouvrages et on donne des conférences sur le logiciel libre. Ça fait vraiment partie de notre ADN. En tant que coopérative, on croit beaucoup et on défend le logiciel libre et l'accès à toutes et à tous à un web, on va dire, qui est accessible. Donc on contribue au quotidien, que ce soit dans nos projets internes, on va dire, ou dans les projets clients. Donc vous avez à cœur de participer à l'écosystème et à l'enrichissement et au déploiement du logiciel libre. Exactement, oui. Et pourquoi les salariés, les membres de la coopérative, les salariés, pourquoi les clients achètent-ils vos services et quelle est pour eux la valeur ajoutée du logiciel libre ? Alors, du coup, ils ne les achètent... Enfin, ils achètent nos services parce qu'on met en place les prestations, mais comme je l'ai dit, effectivement, ce sont des logiciels libres qu'on propose. Ça permet de nombreux avantages. On est quand même assez reconnu dans ce milieu-là, notamment des avantages de performance. Et on permet aussi d'avoir accès à des fonctionnalités qui ne le sont pas dans certains logiciels qui sont payants. Et aussi un gros avantage, c'est que c'est gratuit pour nos clients. Donc ils ont accès à vraiment une communauté et à énormément de ressources qui leur permet aussi de développer des fonctionnalités très personnalisées dans leurs applications. Oui, donc comme tu nous dis, les clients achètent vos services et pas les logiciels libres. C'est ça. Voilà, bien précisé. D'après ce que je comprends aussi, le logiciel libre et l'écosystème du libre est aussi important pour la souveraineté des données. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai lu ce matin dans un article de l'April que pour la Cour des comptes, les objectifs sont encore insatisfaisants dans la promotion des logiciels libres. Donc il y a encore du travail à faire, notamment au niveau de l'État. Et justement, ça rejoint la question que je voulais te poser par rapport à l'évolution donc du logiciel libre pour vous depuis 13 ans même, que la coopérative existe. Est-ce que vous observez une croissance dans l'utilisation du logiciel libre et une demande aussi de la part des acteurs ? Alors effectivement, pour nous, le logiciel libre est en croissance. On le remarque parce qu'on a effectivement beaucoup plus de demandes qu'avant, que ce soit sur les logiciels qu'on a créés ou pour les accompagner à l'utilisation des logiciels libres existants. Je pense aussi que la croissance du logiciel libre repose aussi sur le fait que ça permette de mutualiser les coûts. C'est quand même un pan qui est non négligeable dans le développement web, donc c'est un vrai avantage. Et on remarque de plus en plus que le secteur se professionnalise et que de plus en plus de grandes entreprises nous contactent pour mettre en place le logiciel libre dans leur organisation et notamment en France. Ah, c'est super, merci d'avoir donné le ressenti de ce que vous vivez au Tilleul. Et effectivement, la Cour des comptes parle de mutualiser, comme tu dis, ça a l'air aussi d'être un des nerfs de la guerre.
Et alors pour finir, la note finale de cette chronique, Salomé, tu vas nous parler d'un événement que les Tilleuls proposent maintenant depuis 4 ans et qui est une conférence à Lille, mais qui est aussi accessible en ligne. Cela s'appelle l'API Plateforme Conférence. Cela se déroule le 19 et 20 septembre. Et donc, Salomé, peux-tu nous dire qu'est-ce que l'on va découvrir à cette conférence ? Oui, bien sûr. Alors, tu as donné déjà pas mal d'infos. Donc, cette conférence, elle sera orientée autour du framework API Plateforme, mais aussi autour de son écosystème. L'idée, c'est qu'on accueille nos 700 participantes et participants pour assister à des conférences, donc de personnalités assez connues, que ce soit du logiciel libre ou de l'écosystème d'API Plateforme en général. Il y a aussi plusieurs coopératrices et coopérateurs qui vont avoir la parole à cette occasion. Donc l'idée, c'est d'accueillir des personnes pendant 2 jours pour leur faire profiter un peu des nouveautés qu'on peut apporter dans le logiciel libre et notamment sur API Plateforme. Bon, c'est un grand événement et donc nous allons hâte de voir ces retombées. Et en tout cas, merci beaucoup Salomé pour ton intervention et d'avoir répondu à nos questions. On pourra retrouver tous les liens et les infos de cette chronique et des Tilleuls sur la page de l'émission Libre à vous. Et à bientôt pour une prochaine rencontre avec les personnes qui font le libre. Merci beaucoup. Donc comme vous l'avez compris, nous venons d'écouter une rediffusion d'une chronique Les Tilleuls, une coopérative basée sur le logiciel libre, chronique de 2024. Donc quand Julie évoque l'API Plateforme Conférence, l'API Conférence, elle dit les 19 et 20 septembre, c'était en 2024. En 2025, ça aura lieu les 18 et 19 septembre 2025 à Lille, et vous retrouverez sur la page de l'émission consacrée, à la page consacrée à l'émission du jour, le lien vers la conférence et le lien vers le site des Tilleuls. La page de l'émission du jour, c'est libreavou.org/244. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous irons à la rencontre de Cécilia Bossard. Alors pour les pauses musicales aujourd'hui, je vous fais redécouvrir l'un de mes groupes préférés, Freak Fandango Orchestra. Nous allons donc écouter At the Beginning par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. The old fucking boy at the beginning of all the times. There was no fun at all, no fun at all at the beginning of all times. The sea was clear, the sea was wide. In it swam the Savior, having the time of her life at the beginning of all the times. The only living being that had fun lived in the sea, singing la 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 la. Hey, la 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 la. Hey. La 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 la. Hey, la 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 la. Hey. At the beginning of all times, the earth was dark, the earth was black. The gods were playing nicest cause they all the fucking were at the beginning of all the time. There was no fun at all, no fun at all at the beginning of all times. The sea was clear, the sea was wide. In it swam the Savior, having the time of her life at the beginning of all the times. The only living being that had fun lived in the sea, singing la 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 la. Hey, la 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 la.
J'espère que vous avez dansé comme nous au studio. Nous venons d'écouter At the Beginning par The Freak Fandango Orchestra, morceau disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA 3.0. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui est un parcours libriste avec notre invitée Cécilia Bossard, développeuse libriste, consultante senior chez Shodo Nantes. Alors un parcours libriste, c'est l'interview d'une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou éventuellement au téléphone au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Alors Cécilia, d'abord c'est un grand plaisir de t'avoir dans une nouvelle fois dans l'émission. Tu es déjà intervenue pour parler de façon rapide des Duchesses France dont on va reparler aujourd'hui et également de façon plus longue sur les gestionnaires de versions décentralisées plutôt au contraire, notamment pour parler de Git il y a quelques mois. Mais aujourd'hui on va parler de toi, ça va être le sujet. Et donc ma première question en fait c'est que je me souvenais que la prise de parole en interview n'était pas forcément quelque chose avec laquelle tu te sentais particulièrement à l'aise. Donc j'étais un peu surpris, alors positivement, de ne pas avoir eu à insister un peu pour que tu acceptes d'intervenir. Alors ma première question, c'est pourquoi tu as accepté d'intervenir ? Oui, je suis encore un peu surprise aussi. C'est vrai que ma première réaction, ça a été de me dire non, déjà, j'aime pas trop en plus parler de moi. C'est encore pire. Et je me suis dit que mon parcours n'était pas non plus particulièrement exceptionnel ou audacieux ou autre. Et après, je me suis rappelé de tous les messages que j'essaye de faire passer avec les Duchesses, entre autres, qui est une association de promotion des femmes dans le numérique, où je dis que justement, faut regarder autour de soi et s'inspirer des autres et de leur parcours. Et en fait, c'est l'occasion de mettre en application ce que je prêche par ailleurs. Voilà. D'accord. Donc un peu ma réponse positive. Être un peu un rôle modèle dont tu effectivement qui est nécessaire, enfin qui est très utile pour encourager d'autres personnes à intervenir, à devenir développeuses ou autres. Voilà, voir qu'on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour faire ce que je fais. Tout à fait. Et ça change des rôles modèles auxquels il est difficile de s'associer, ou en tout cas de s'identifier, comme par exemple Marie Curie avec ses 2 doctorats ou autres. Voilà. Ou avoir des rôles modèles vivants aussi, c'est pas mal. Aussi, parce qu'effectivement, dans l'informatique, on a la célèbre Ada Lovelace à qui on a déjà consacré une émission, mais effectivement, ça fait longtemps et les rôles modèles vivants, c'est quand même mieux. Alors donc, en tout cas, merci d'avoir donc accepté d'intervenir. Alors, on va pas trop parler de ton parcours personnel, mais quand même un petit peu, parce que c'est quand même intéressant de voir comment les personnes se construisent, d'où elles viennent, et notamment dans l'informatique. Donc ma deuxième question, c'est on fait tout simple. Quand et à quel moment et comment as-tu découvert l'informatique ? Alors l'informatique telle que je la pratique maintenant, j'ai découvert ça pendant mes études. Mais déjà, en fait, petite, j'avais déjà pas mal accès à des ordinateurs. Mon père était instituteur et il en avait dans sa classe. Donc c'était dans les années 80. C'était pas très commun. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il avait des réunions ou qu'il restait un peu tard à l'école, on avait le droit de jouer sur les ordinateurs. Donc voilà, on lançait des jeux en ligne de commande. Donc je comprenais rien de ce que je tapais, mais je savais quelle touche il fallait frapper les unes après les autres. Mais ça lançait des jeux qui étaient graphiques ou des jeux qui étaient en mode console, comme on dit Ouais, c'était plutôt en mode console. C'était une espèce de Pac-Man ou ce genre de choses, mais c'était pas merveilleux à voir, mais on s'amusait bien quand même. Et il m'est arrivé une fois où j'avais pas forcément envie de jouer, de tomber sur un de ses livres, qu'il avait un livre de programmation en BASIC. Voilà, où j'ai commencé à taper bêtement, recopier ce qu'il y avait écrit dans le livre pour voir ce que ça faisait.
Bon, j'avais toujours pas très bien compris, mais Et ça, tu faisais ça sur les ordinateurs de l'école ou tu avais un ordinateur à la maison? ça, c'était les ordinateurs de l'école. D'accord. Donc, qui était équipé comme système d'exploitation d'un Windows, c'est ça? Non, il n'y Non avait même pas encore Windows. Ah, Alors, c'était DOS. même pas. Ah ouais C'était des Excel 100. Alors, je pense pas que ce soit très très connu. Ah non, alors tu vois, je ne connais pas. Non, oui, non, j'avais pas de. Alors, je pense que c'était de l'OS propriétaire très fermé, hein, mais, D'accord. mais voilà. Et après, effectivement, on est passé sur DOS et sur Windows. D'accord. Mais ça, c'était à la maison sur l'ordinateur familial où j'ai pu continuer de bidouiller des choses petites, mais pas vraiment de programmation. En fait, c'était plus l'aspect ludique. Mais en tout cas, j'ai jamais été empêchée d'avoir accès à ces machines en disant ah non, t'es une fille, faut pas, c'est pas pour toi. Voilà. Donc là-dessus, j'ai eu quand même pas mal de chance par rapport à d'autres. Et dans ta famille, tu as des frères et des sœurs ou pas? J'ai 2 sœurs, voilà. On D'accord, était 2 sœurs. Ok. que des filles. Que des filles. Et donc, tes sœurs et toi aviez la même envie quelque part de découvrir ou c'était Bah, surtout toi? Finalement, j'ai l'impression que c'était que moi qui avait vraiment envie de bidouiller. Enfin, quand je dis bidouiller, enfin, c'était pas non plus. J'ouvrais pas les machines, hein. Mais de vraiment comprendre comment ça fonctionnait à l'intérieur. Voilà. Mes sœurs n'ont pas de métier lié à l'informatique. D'accord. Non. Et est-ce que tes parents t'accompagnaient ou finalement te laissaient te débrouiller, découvrir par toi-même? Tous les deux, enfin, aucun des deux n'est informaticien non plus. Ouais. Ils étaient enseignants tous les deux, donc voilà, c'était un peu laissé. Eux aussi étaient aussi perdus que moi, donc on essayait de découvrir un peu ensemble comment ça marchait. D'accord. Donc ça, c'est plutôt en primaire, collège. Ouais. Et donc au lycée, je crois que t'as opté pour l'option informatique du bac, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y avait une option informatique. Donc j'ai passé le bac en l'an 2000. Donc c'était pas très très poussé comme option quand même. Mais on a découvert comment faire des sites web. Donc en utilisant le langage HTML, un petit peu de JavaScript pour le rendre un peu dynamique. Voilà. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment découvert tout ce que c'était que la programmation et qu'en fait, on pouvait vraiment créer des choses et que c'était vraiment quelque chose de très créatif. On pouvait, voilà, le champ des possibles s'est ouvert de manière énorme et j'ai trouvé ça vraiment très très grisant en fait. Et alors, ce qui était grisant, c'était le côté, donc, comme tu viens de dire, donc de créatif, donc en apprenant quelques bases de langage, de pouvoir créer un site web. Et est-ce qu'il y avait la partie, parce que qui dit site web dit peut-être public, donc c'était des sites qui étaient accessibles ou uniquement des sites pour toi? C'était alors ceux que j'ai fait au lycée, c'était vraiment que en local. On les faisait pas sortir du lycée. Parce que D'accord. c'était un peu affreux. Après, plus tard, j'ai entrepris de refaire le site web de l'école de mon père, qui avait un but d'être rendu public, mais ça n'a jamais vraiment abouti parce que je suis pas une très grande designeuse et c'était particulièrement moche quand même. J'ai pas voulu le publier. J'aurais tendance à dire que dans les années 2000, les sites moches, c'était un petit peu la légion quand même. Hein. Oui, mais là, c'était vraiment, vraiment pas top. Après, il y a moche et fonctionnel. Peut-être que le site était quand même fonctionnel, je ne sais pas. Hein. Oui, enfin, voilà. En tout cas, j'ai pas poussé les choses plus loin. D'accord, ok. Et donc, quand tu choisis cette option informatique du bac, c'est pour ensuite, dans l'idée d'opter pour des études d'informatique? Pas du tout. J'ai juste choisi cette option parce que voilà, en première, donc en bac scientifique à l'époque, hein, ça a changé maintenant, mais fallait qu'on choisisse une option et je trouvais celle-là sympathique. Par rapport à l'autre option qui nous était proposée, c'était sciences expérimentales. Donc c'était effectivement faire des expérimentes, des expériences de labo, c'était chouette, mais ça durait qu'1 an et je préférais quelque chose qui dure plus longtemps. D'accord. Voilà, donc l'informatique. Mais j'avais pas du tout dans l'idée de poursuivre des études là-dedans. J'avais d'ailleurs aucune idée de ce que je voulais faire Oui, après. comme beaucoup de jeunes, quoi. C'est ça. Donc, tu as ton bac, donc tu sais pas trop ce que tu veux faire, mais tu choisis quand même des études. Alors, comment tu les choisis et quelles études? Au final, en terminale, j'ai choisi de continuer de faire des études d'informatique. Mais comme j'étais pas très sûre de moi, j'ai préféré prendre des études courtes. Donc je suis partie en IUT,
faire un diplôme en 2 ans, en me disant que bon, si vraiment ça me plaisait pas, c'était que 2 ans et que je pourrais peut-être me réorienter. Parce que je savais pas du tout où je mettais les pieds en vrai. Hein. Alors, peut-être préciser qu'IUT, ça veut dire Institut Universitaire de Technologie, parce que je ne sais plus si C'est ça. ça a la même terminologie aujourd'hui. Je crois que ça s'appelle toujours IUT, mais que c'est le diplôme qui a changé. Le diplôme qui a changé. Donc toi, à l'époque, tu as fait un DUT, donc un diplôme Un DUT. d'universitaire technologique, je crois. C'est ça, Voilà, et qui s'appelle aujourd'hui... un BUT. un BUT, donc le D a remplacé le B. Donc un diplôme, en tout cas, en études courtes en 2 ans. Oui. Donc dans l'idée, parce que tu n'es pas sûr de toi, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr que ça va te correspondre, c'est ça? Oui, je sais que je m'amuse bien. Enfin, je m'amuse bien avec l'option informatique à en faire 1 heure par semaine, mais de là à en faire toute la semaine et d'en faire mon métier, je n'ai aucune certitude que c'était vraiment ma voie. Ah oui, donc ton doute était sur le fait, tu n'étais pas sûr que ce soit ta voie, mais c'était pas sur le fait de pouvoir ensuite être recruté pour faire de l'informatique. C'était vraiment sur le fait, est-ce que c'est ta voie, quoi? Oui, c'est ça, oui. Oui. D'accord. Donc tu obtiens ton diplôme. Est-ce que tu travailles ou est-ce que finalement tu te dis, je vais Non. quand même poursuivre? Et finalement, j'ai poursuivi. J'ai continué en école d'ingénieur. Donc, j'ai continué 3 ans pour finir avec un diplôme Bac+5. D'accord. Donc, d'ingénieur en informatique. Et alors pendant tes études, donc au tout début, donc tu as commencé sur des systèmes. Alors tu as dit tout à l'heure, je crois que c'est peut-être TO7, MO5 peut-être à l'époque. Je sais plus. Après, effectivement, sur l'ordinateur de la famille, c'était du Windows. Dans les écoles d'ingé, tu as découvert d'autres choses, et notamment, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert les logiciels libres? C'est ça, voilà, c'est rendu à l'IUT. Dès l'IUT, en fait, tous les systèmes étaient des systèmes Unix. On ne travaillait que sur des machines qui tournaient sous Linux. Et on avait des cours de système, on apprenait la ligne de commande et voilà, comment ça fonctionnait à l'intérieur. Je vais épargner les détails, mais voilà, c'était vraiment très très orienté système libre. Et avec des langages de programmation aussi comme PHP peut-être? Non, alors Non à l'IUT, j'ai fait du C et du C++. Alors ça, c'est des langages, on va dire, bas niveau, c'est-à-dire très proche de la machine, quoi. Et on a même fait de l'assembleur, donc encore pire. Ah oui, d'accord. Mais oui. Et en école d'ingénieur, on a balayé beaucoup plus de langages et on a fait un peu de Java et je m'étais plus ou moins spécialisée en Perl. D'accord, qui est un autre langage de programmation. Voilà, Voilà. l'idée c'était vraiment de nous faire parcourir découvrir un maximum de modes de fonctionnement de ces langages de programmation pour qu'on soit à l'aise un peu avec n'importe quoi à la suite. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que dans l'informatique, en fait, ça évolue très vite, les langages évoluent, de nouveaux langages apparaissent, et donc probablement que ce qu'on a appris à l'école, on n'en utilise pas grand-chose, à part, en fait, des méthodologies, des façons d'apprendre, etc. Mais les langages qu'on a appris à l'école, peut-être qu'on ne les utilise pas aujourd'hui. Est-ce que c'est ton cas? Alors, oui, j'ai pas refait de C et de C++ depuis les études. Mais c'est ça qui est chouette aussi dans ce métier, en fait, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Ça bouge tout le temps. Parce que finalement, ton diplôme d'ingénieur, tu l'as eu en quelle année, tu te souviens? En 2005. Alors, donc, c'est à peu près ce que je pensais. Donc, c'est une vingtaine d'années. Oui. Et donc, tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas trop sûr que ça correspondait finalement à ce qui te conviendrait ou à ta passion. Puis finalement, 20 ans plus tard, tu es toujours là, en fait. Tu es toujours dans l'informatique. C'est ça, voilà. J'ai un peu bougé. J'ai pas fait que du développement pendant 20 ans, mais j'y suis revenue, en tout cas. Et j'aime toujours ça. Et ça t'amuse toujours autant? Et ça m'amuse toujours. Oui, enfin, tous les jours, c'est pas rigolo, mais Oui. On va en parler un peu. Mais le côté créatif, le côté mettre en place des systèmes, résoudre des problèmes. voilà. Voilà. Ce que j'aime vraiment, c'est résoudre des problèmes. En fait. Et résoudre les problèmes des utilisateurs, c'est encore mieux, plutôt que de résoudre des problèmes des machines. Et voilà, c'est aider les gens via des outils qu'on va leur créer sur mesure. D'accord. Alors que des fois dans l'informatique, on leur crée des complexités avec l'informatique en fait. C'est ça. Voilà. Toi c'est l'inverse, ouais. Donc tu obtiens ton. Alors je regarde sur le salon web parce que j'ai cru voir qu'il y avait une question, mais non, c'est des remarques sur
Donc, en tout cas, les personnes qui sont sur le salon web, n'hésitez pas à intervenir et je relayerai les questions. Hein. C'est donc sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon salon libre à vous, excusez-moi. Donc, tu obtiens ton diplôme d'ingénieur donc en 2005. Et la difficulté, enfin, premier choix difficile quand on est diplômé, c'est où est-ce qu'on va aller bosser. Est-ce que donc tu avais une idée de d'où tu voulais aller, dans une entreprise cliente, une entreprise de service, dans le public? Est-ce que tu avais des idées? J'avais pas particulièrement d'idées et le marché était pas au top à ce moment-là. Ouais, Donc en fait j'ai continué dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études. d'accord. Voilà, il m'avait proposé de m'embaucher à la suite. Donc Et c'était quel type d'entreprise? c'était une grosse société de services. Dont on peut dire le nom ou pas? On peut dire le nom. Alors à l'époque, elle s'appelait Unilog. Ah ok, d'accord. Elle a changé de nom plusieurs fois entre-temps. Aujourd'hui, tu sais comment elle s'appelle? Euh, Bon, sinon c'est pas grave. Hein. CGI. Ah, c'est CGI maintenant, peut-être, oui, Oui. d'accord. Oui, alors donc c'est vraiment quand tu dis une grosse entreprise de service, c'est une très grosse entreprise de Une service. très grosse, oui, une très très grosse. Ouais. D'accord. Et ton stage portait sur quoi? Alors j'étais en stage pour les impôts. Voilà, D'accord. c'était un projet de refonte du système de paiement des impôts. Ah oui, c'était à l'époque où justement il y avait beaucoup de développement libre dans les impôts, si je me souviens bien. C'est ça, oui. D'accord. Ah ok. Ah bah c'est bien ça. C'était un projet qui réunissait énormément de grosses sociétés de services. Et mon stage était dans la cellule gestion de projet, où je devais leur faire un outil qui permettait de saisir les temps passés par chaque entreprise, voilà, au prorata. Enfin, bon, D'accord. Alors j'ai une question sur le salon web, question qui ne m'étonne pas trop. Hein. Combien de filles à l'époque dans ton type de poste dans cette entreprise? très peu. Très peu. Encore pire que pendant mes études. Parce que déjà, à l'IUT, c'est là où j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, en fait. Pour moi, j'y suis rentrée complètement naïve. Enfin, j'imaginais même pas que c'était pas quelque chose d'attractif pour les filles. Donc j'ai été un peu surprise de voir qu'on n'était que 10 dans la promo. Sur combien? On devait être 90, 100, D'accord. comme ça. Voilà. Et puis pareil, en école d'ingénieur, même proportion. D'accord, donc très peu. Donc très peu, oui. Sachant qu'en plus, il y avait de la perte. À chaque année, il y avait des filles qui partaient. C'était vraiment affreux. Oui, c'est souvent ce que d'ailleurs beaucoup de gens disent, c'est qu'en fait, il y a plus de femmes qui finalement quittent l'informatique que d'hommes qui arrêtent en fait. Alors c'est lié à quoi ça? C'est lié au sexisme? C'est lié à la moindre évolution de carrière? Est-ce que tu sais à quoi c'est lié? C'est un peu. Enfin, alors après, c'est mon avis personnel. Hein. Ah, mais c'est ton parcours libriste, donc ça tombe bien. Ouais. Mon avis, c'est le milieu est quand même assez toxique. Enfin, je vais le dire franco, hein, il est assez toxique pour les femmes. Effectivement, il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de freins aux évolutions de carrière. Si on veut avoir une carrière technique, c'est d'autant plus difficile. On est très facilement réorienté vers la gestion de projet ou le fonctionnel ou la relation avec les clients, plutôt que de faire des tâches très techniques. D'accord. Et donc toi, tu as vécu personnellement cette toxicité? Oui, alors les remarques sexistes, les blagues très lourdes, les commerciaux qui nous demandent de mettre des jupes pour aller en entretien client. Enfin, Ah oui, sérieusement? Ouais, oui. Ah oui. Donc voilà, où on se dit, est-ce que je suis acceptée chez le client parce que j'ai mis une jupe ou est-ce que je suis acceptée parce que je suis compétente? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste pour améliorer les stats aussi? Oui, pour Ces ce questions-là Ouais, d'accord. Et est-ce que c'est assez... Attends, j'essaie de réfléchir, mais tu vas me dire, est-ce que c'est à cette époque-là que tu commences à rencontrer les Duchesses France? Ou c'est plus tard? Ça doit être à peu près. J'ai cherché à me souvenir quand j'ai commencé à côtoyer les duchesses, mais j'ai pas réussi à retrouver, donc ça devait être il y a un certain temps. D'accord. Je vais relayer, parce que là, le salon web est très actif. Je vais relayer 2 questions. Donc, première, comment tu t'en es sorti par rapport à cette toxicité? La deuxième question, chez les clients, c'était que des hommes, donc. Oui, alors oui, c'était essentiellement que des hommes. J'ai rarement travaillé avec une autre femme, en fait, dans les équipes de développement. D'accord. J'ai souvent été la seule. Et comment je m'en suis sortie de la toxicité? Ouais.
En début de carrière, on fait le dos rond et on sourit aux blagues pas drôles. Voilà. Et puis après, on enrage quand on rentre à la maison. Et maintenant, je laisse plus passer. Ouais. Je pousse le cadre de suite, mais en même temps, j'ai 20 ans d'expérience, donc je peux plus me le permettre qu'en début de carrière, ça c'est sûr. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. Est-ce que tu penses que tu as été limité justement dans ton évolution de carrière, par le fait d'être une femme? Je pense oui, parce que je côtoie toujours des camarades de promotion qui sont devenus des amis maintenant, et c'est vrai, on n'a pas du tout eu la même évolution de carrière, alors qu'on avait les mêmes bagages techniques. On a fait un début de carrière similaire, mais eux, ils ont beaucoup été orientés vers tout ce qui est architecture, donc des postes plus techniques. Et moi, à chaque fois, on me disait que non, j'étais pas encore prête, c'était pas encore le bon moment, il fallait que j'attende un peu, que je me renforce techniquement ou autre. Voilà. Et pour au final essayer de me pousser vers la gestion de projet. Donc en fait, si je comprends bien, à la fois on te disait finalement, il faut que tu en fasses encore plus que les hommes, tout en te disant finalement, on va dans la gestion de projet, c'est-à-dire quitte la technique pour faire de l'organisationnel, quoi, quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Et ça a été encore plus flagrant après mon premier congé maternité. Là, C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Ma commerciale m'avait dit, tu vas voir, maintenant que t'es maman, tout va changer. Tu vas pouvoir gérer des équipes, faire Sérieusement, tu as dit ça? Oui. Ce qui m'avait vraiment choqué en plus venant d'une femme. Mais non, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas parce que je gère à peu près mon enfant que je vais être capable de gérer des équipes. Des adultes. Des adultes, oui. Voilà. Donc oui. Et si elle t'a dit ça, est-ce qu'ensuite elle t'a confié justement la gestion d'équipe ou pas? En fait, c'est à peu près à ce moment-là où j'ai découvert la gestion de projet agile. Donc, Alors explique ce que c'est. Ouais, voilà, alors c'est je me doutais. C'est une façon de gérer les projets où on va être un peu plus souple. Alors, on fait pas un planning très fixe avec des dates butoirs et des tâches à faire liste par liste. On est plus dans le mode itératif et on ajuste au fur et à mesure la façon de travailler. Je me suis beaucoup retrouvée dans cette façon de faire et j'ai dans cette gestion de projet agile, il y a un rôle qui est donc, ce qu'on appelle le Scrum Master, qui est donc le lien, qui est au sein des équipes de développement, mais qui sert aussi de lien avec l'extérieur. Avec la structure cliente, on va dire, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Qui est un peu un facilitateur. Voilà. Et en fait, ce rôle-là m'a permis de rester un peu entre les deux, de ne pas passer complètement en gestion de projet, rester dans la technique. Et j'avais trouvé cette espèce de pont un peu bizarre entre les deux, mais qui m'allait bien à ce moment-là, en fait. D'accord. Pour juste peut-être expliquer le terme Scrum Master. Scrum, ça veut dire mêlée en anglais. On peut penser peut-être à l'image de l'équipe de rugby avec la personne qui est capitaine et qui va faire l'intermédiaire avec l'extérieur, quoi, et qui va à la fois gérer le planning, mais aussi protéger l'équipe de demandes peut-être extravagantes de la structure cliente. Oui, c'est ça. S'assurer qu'ils peuvent travailler dans des conditions optimales. Voilà. Et l'agilité, c'est aussi le retour régulier justement de la structure cliente qui va dire là, vous m'avez développé tel truc, mais finalement, ça correspond pas ou je veux plutôt autre chose, versus les modèles de développement, alors je sais plus comment on s'appelle ça, en tunnel, où vous travaillez pendant 6 mois, 1 an, vous livrez un produit qui correspond pas à la demande finalement. C'est ça? C'est ça, voilà. D'accord. On se rapproche vraiment plus des utilisateurs pour résoudre leurs problèmes. D'accord. Et donc dans ce rôle-là, je suppose que dans tes équipes, tu avais majoritairement des hommes. Oui. Alors comment ça se passait? Comment ces hommes comment ces hommes acceptaient finalement d'avoir quelqu'un qui était responsable, et donc une femme notamment? Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu de problème là-dessus. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de notion d'autorité, au final. Okay. J'étais juste une personne comme les autres qui en plus prenaient les tâches qu'ils n'avaient pas envie de faire. Ah oui, d'accord. Au final, c'était pas mal. Oui, en fait, ça les arrangeait parce que finalement, tu faisais partie de l'équipe et tu t'occupais des tâches, entre guillemets, vues comme chiantes. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça, c'était toujours chez Unilog qui est devenu CGI, c'est ça?
Non, ça c'était. Je suis passée dans pas mal de sociétés de services. Je suis pas restée très longtemps chez Uniloc. Ah d'accord, ok. Donc tu as fait quel type de société? Est-ce que tu attendais par exemple les petites sociétés de services? Quand je dis petites, je sais pas, 15-20 personnes, parce que Uniloc CGI, c'est plusieurs milliers de personnes si je me souviens bien. Oui. Donc est-ce que tu attendais par exemple des petites structures ou alors j'y suis allée de manière décrescendo. Voilà, effectivement, je commençais avec Uniloc, puis après il y en avait la deuxième devait y avoir une centaine de personnes. Puis après, j'étais dans des plus petites structures d'une dizaine de personnes. Et c'était pas du tout pareil, c'était très bien. Et qu'est-ce que t'as préféré les petites structures? Oui, ah bah oui. On n'est plus un matricule, mais on est vraiment une personne. C'est déjà, ouais, ça change tout. Et on a notre mot à dire et on peut participer à la vie de l'entreprise plus facilement que dans une structure où il y a, je sais même pas combien il y a d'employés à Uniloc, CGI, mais beaucoup trop pour moi, c'est sûr. D'accord. Alors, le temps passe vite, je t'avais prévenu. On va faire une petite pause musicale avant de parler de la suite de ton parcours et puis aussi de la découverte professionnelle du logiciel libre. Alors, comme je disais à l'introduction sur la première pause musicale, on va continuer par le même groupe, The Freak Fandango Orchestra. On va continuer de danser avec Let As Usual. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. 93.1. Regarde
venons d'écouter Let As Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA 3.0. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc nous allons poursuivre la discussion avec Cécilia Bossard et son parcours libriste. Donc Cécilia, développeuse libriste et actuellement consultante senior chez Shodo Nantes, dont on parlera dans la deuxième partie de l'échange. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions de ces sociétés de services dans lesquelles tu as fait tes premières armes. Et sur le salon web, on me demande, mais alors est-ce que tu utilisais du logiciel libre? Est-ce que tu développais du logiciel libre dans ces sociétés de services? Eh bien, malheureusement, non. Alors, ça a été quand la découverte de finalement du logiciel libre à titre professionnel? À titre professionnel, alors on en utilisait, évidemment on l'utilisait comme outil, mais Oui. on ne faisait pas de contribution. D'accord. Voilà, tous les serveurs étaient sous Unix, mais nous on avait des postes de travail sous Windows et puis voilà. Et les entreprises voulaient bien l'utiliser parce que c'était gratuit, du coup c'était pas mal. À part ça, je pense qu'il n'y avait pas trop d'autres arguments, du moins de la part des grandes directions de ces entreprises. J'ai vraiment mis le pied dans le développement de logiciels libres quand j'ai intégré la société Code Lutin, qui du coup, voilà, Qui est une société développe. spécialisée en logiciel libre. C'est ça. Donc Voilà. quand tu l'as rejoint, tu l'as rejointe parce qu'elle faisait du logiciel libre ou pour une autre raison? Entre autres, mais c'était aussi le modèle d'entreprise qui m'avait attiré, sachant que j'arrivais tout juste, je travaillais à l'époque au CHU de Nantes, donc c'était pas tout à fait le même modèle d'entreprise que Code Lutin. Non, ça. On va dire qui est un modèle à plat. Le CHU c'était très pyramidal. Voilà. Donc c'est le centre hospitalier universitaire. Oui, c'est ça. c'est ça, voilà. Donc au service informatique de l'hôpital de Nantes. D'accord. Où on adaptait un énorme logiciel américain au service, au modèle de fonctionnement du système de santé français. Voilà, donc c'était pas libre, mais avec d'autres personnes du service, on essayait de mettre en place des outils libres, ne serait-ce que pour les outils de communication. On avait mis en place un Mattermost pour pouvoir communiquer entre nous. Donc un sorte de forum, Et, quoi, c'est ça, Mattermost. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà, ok. c'est qui nous permettait c'est une sorte de chat pour discuter entre nous. Entre nous et avec les soignants qui utilisaient le logiciel D'accord. pour pouvoir les aider. Mais néanmoins, tu choisis de partir, c'est ça? Oui, parce que la pyramide, à force de m'écraser, a fini par me faire très mal. Ah, quand tu parles de la pyramide, c'est la pyramide hiérarchique, c'est ça? Hiérarchique, oui. D'accord. C'était très difficile. Mais Voilà. pire que dans une entreprise privée? J'ai trouvé ça pire, oui. Parce qu'il y avait D'accord. vraiment cette notion de cadre, les cadres de santé qui nous encadraient et qui avaient la façon de gérer des équipes médicales. Enfin, on leur apprenait à gérer des équipes comme sont gérées les équipes médicales, alors qu'une équipe informatique fonctionne pas tout à fait de la même manière. En tout cas, je compatis beaucoup avec les équipes médicales parce que ça va pas être facile à vivre au D'accord. quotidien, ce genre de management. Ok, donc tu choisis de quitter le CHU de Nantes pour rejoindre donc Code Lutin, à la fois parce que cette entreprise fait du libre, mais surtout par son modèle organisationnel. Donc, est-ce que tu peux nous décrire en une ou deux phrases le modèle organisationnel de Code Lutin? C'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie. Chaque lutin, c'est comme ça que s'appellent les personnes qui travaillent avec Code Lutin. Chaque lutin a la même voix au chapitre que les autres. Il y a un salaire unique. Voilà, c'est vraiment l'égalité partout. D'accord. Et on peut préciser que Code Lutin fait partie d'un réseau plus large, peut-être une quinzaine d'entreprises qui s'appelle le Libre Entreprise. Tout à fait. Partage des valeurs organisationnelles. Et donc c'est là où tu vas faire principalement du logiciel, parce que Code Lutin a priori fait du logiciel libre.
Oui, c'est ça. Voilà. J'ai travaillé essentiellement sur un seul gros projet, D'accord. mais ce projet est en licence libre. Bon, après, ce qui peut être réutilisé par d'autres, je pense difficilement. C'est quel projet? Si c'est pas indiscret. Hein. C'était un projet pour l'Office français de la biodiversité, pour la gestion des réseaux d'eau dans les communes. Voilà. Donc, c'est quand même assez spécifique. Et je pense, Oui. je sais pas si d'autres personnes peuvent l'utiliser ailleurs, mais en tout cas, c'était en licence libre. D'accord. Et donc, tu l'écrivais, c'était en quel langage? C'est du Java, je suppose? C'était du Java, oui. Oui, je dis je suppose parce que Code Lutin est un peu spécialisé dans le langage C'est un Java. Java. Oui, D'accord. c'est ça. Et tu restes combien de temps donc chez les Lutins alors? J'y suis restée 5 ans. D'accord. Putain, voilà. Donc je les ai quittés il y a 2 ans pour Ah, rejoindre ben, Shodo. alors Shodo, c'est pas la première personne qui parle de Shodo sur Cause Commune. C'est une entreprise qui est, alors tu vas me dire, hein, mais qui est très réputée pour avoir une politique très inclusive et en faveur notamment de l'embauche des femmes, avec de mémoire notamment des réunions en non-mixité, congés menstruels, serviettes hygiéniques dans les toilettes. Enfin, en tout cas, c'est une entreprise qui est très réputée pour ça, qui intervient notamment dans des conférences autour de la tech et de la mixité, comme par exemple Mixit, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est les raisons qui t'ont fait rejoindre Shodo ou il y a d'autres raisons? Alors c'est une des principales raisons où au début c'était un peu par curiosité en fait. J'en avais entendu parler sur le Slack, donc notre système de discussion des duchesses. Ouais. Et du coup j'étais assez sceptique, assez dubitative, en me disant mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est que du marketing? Il y a un loup quelque part. Bah, tu vas pouvoir nous dire parce que ça fait 2 ans que tu y es, donc. Voilà. Et donc voilà, tu t'y vas comme ça en te disant bon, ça risque d'être super, donc je veux découvrir quoi. Oui, voilà. Et leur cœur de métier étant ce qu'on appelle le craft, donc Oula, c'est quoi ça? logiciel. Explique ce que c'est que le craft et l'artisanat logiciel alors. C'est pas évident. Hein. Oui, j'essaie. Alors, je m'excuse auprès de mes camarades si j'explique mal. Mais en gros, c'est les bonnes pratiques de code. Voilà, faire du code qui soit réutilisable, lisible, qui corresponde aux besoins des utilisateurs. Dans des bonnes règles de l'art, comme finalement une personne qui ferait de l'artisanat. C'est ça, voilà. On fait des logiciels aux petits oignons. Aux petits oignons, d'accord. Ok. Et donc tu rentres chez Shodo il y a 2 ans. À quel poste tu y rentres? Parce que moi, là, dans la description, j'ai mis consultante senior chez Shodo Nantes. Tu y rentres comme consultante senior, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'avec 18 ans d'expérience. Ouais. Alors, mais c'est quoi une consultante senior? Alors, c'est quoi le travail d'une consultante senior? Ah bah au final, ça change pas grand-chose. Je fais toujours du développement. Je suis envoyée en mission chez des clients où je fais du développement essentiellement. Mais aussi, je les aide et je les accompagne à mettre en place des bonnes pratiques de code et à améliorer un peu leur pratique. D'accord. Et alors, je suppose, vu la réputation qu'a Shodo, chez Shodo, il y a plus de femmes que dans d'autres entreprises. Oui. Oui. Bah, ça fait plaisir. Ah. Voilà. Donc c'est pas que de la com, c'est pas trop beau pour y croire, c'est que c'est vrai en plus, c'est ça. Oui, c'est vrai, il y a effectivement plus de femmes. Quand je suis arrivée à l'agence de Nantes, il y en avait déjà une. Waouh, c'était bien. Et maintenant, on est beaucoup plus nombreuses. Ah, parce qu'il faut préciser, Shodo, donc c'est une entreprise qui est implantée dans plusieurs villes, c'est ça? Toi, t'es à Nantes, Oui. et donc c'est dans combien de villes de France? Donc il y a Paris, où c'est la maison mère. Il y a Nantes, Rennes, Lyon, Lille. La Réunion aussi. Ah oui, carrément. Oui, parce que pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, ouais. Voilà. Et je crois que c'est tout. D'accord. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. D'accord. Et donc ça fait 2 ans que tu y es, je suppose que tu t'y sens bien. Oui, pour le moment tout va bien. Pour le moment tout va bien, d'accord. Et donc toutes ces alors est-ce que tu participes aux réflexions justement autour donc des actions de l'inclusivité dont par exemple la responsable de Shodo, Laurie Maurice, a parlé à Mixit l'an dernier. Est-ce qu'il y a un groupe interne qui participe à ça ou c'est tout le monde qui finalement propose? Alors
On a des groupes donc on a ce groupe en non-mixité. On essaie de se réunir régulièrement pour réfléchir aux prochaines actions à mettre en place. Parce qu'on a une sorte de cagnotte, entre guillemets, mise à disposition. Voilà, on a un budget pour mettre en place ces actions. Donc, voilà, faut réfléchir à quoi mettre en place qui pourrait favoriser tout le monde, en vrai. D'accord. Pas En tout cas, forcément que les femmes. Hein, mais- oui. En tout cas, c'est bien d'avoir aussi un budget parce que de temps en temps, c'est aussi les moyens qui manquent. Hein. C'est pas forcément les ambitions. C'est ça. Sinon, ça reste que tes paroles en l'air. Exactement. Et le congé menstruel, il a besoin d'être financé, typiquement. Oui. D'accord. Ça nous fait- Oui. Alors tout à l'heure, tu as parlé un peu, parce que je voudrais qu'on revienne un peu, parce que le temps file en fait, sur les communautés auxquelles tu participes. Alors on va pas forcément pouvoir parler de toutes, mais en tout cas, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Bon, la première, c'est, même si on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les Duchesses France. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les Duchesses France et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire partie de cette communauté? Donc les Duchesses, c'est une communauté de femmes dans les métiers techniques du numérique. Voilà, donc on fait pas mal de choses, mettre en avant des personnes, du coup des femmes, hein, faire des sortes de rôle modèles, encourager les femmes à parler en public lors de conférences informatiques. Il y a du soutien à la recherche d'emploi. Enfin, il y a pas mal d'aides en fait. On essaye de faire aussi quelques soirées un peu à thème où on va avoir que des femmes qui vont parler en public. Voilà, en général, ces soirées elles sont ouvertes à tout le monde, mais ce sont que des femmes sur scène. On a d'ailleurs notre soirée anniversaire au mois de mai à Paris. Est-ce que c'est quoi? C'est les 15 ans cette année, non? Oui, on doit en être pas loin de là, oui. Je crois que c'est 2010, hein, mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est bon. C'est ça, voilà. Mais, je suis pas sûre que l'événement soit déjà publié, donc je vais pas en dire plus. Là, ok, mais de toute façon, on l'annoncera. Je vais revenir une question. On va juste revenir une seconde en arrière, parce qu'il y a une question sur le salon web. On parlait tout à l'heure, juste à l'instant, de Shodo et les mesures en faveur de l'inclusivité. Et la question, c'est les hommes de la boîte, quelle posture ont-ils par rapport à ces mesures? Ils sont tous très contents, j'ai l'impression. Enfin, après, ils n'ont pas trop leur mot à dire, en vrai. C'est notre budget, donc. Oui, c'est ça, oui, voilà, exactement, oui, tout à fait, ouais. Voilà, Laurie a un peu bataillé au début pour réussir à faire passer ce principe de réunion en non-mixité, le congé menstruel, elle a pas mal bataillé, et maintenant c'est acquis, et tout le monde j'ai l'impression que tout le monde trouve ça normal, et c'est pas remis en question. D'accord. Dans les moments difficiles, voilà, l'été dernier, ça a été un peu compliqué d'un point de vue commercial. Ouais. Le milieu de l'informatique, c'est un peu ralenti commercialement. Et en tout cas, ces mesures-là n'ont pas du tout été remises en cause. C'est de l'acquis et on ne reviendra pas dessus. D'accord. Donc il y a eu un travail de pédagogie pour expliquer l'intérêt de ces mesures. Mais aujourd'hui, ces mesures sont acquises et ne seront pas remises en question. Ça, c'est plutôt bien. Hein. Voilà. D'accord. Alors on va revenir sur les Duchesses France, donc bientôt à l'anniversaire, sauf si je me trompe, des 15 ans, et on annoncera évidemment la date quand la soirée anniversaire aura lieu. Ça sera lieu à Paris ou ailleurs? Ça sera à Paris. Ça sera à Paris, d'accord. Donc ça sera une soirée donc ouverte à toute personne, même si sur scène il y aura a priori, si j'ai bien compris, que des intervenantes, c'est ça? C'est ça, voilà. Ok. Et tu fais partie aujourd'hui maintenant de l'équipe, de la core team, ce qu'on appelle la core team, c'est-à-dire l'équipe Duchesses France, c'est ça? Oui, voilà, l'équipe qui organise un peu tout ça. Donc après, c'est pas, ça demande pas non plus, c'est pas énorme, hein. Mais effectivement, on organise 7 événements annuels au moins, et puis on anime aussi notre salon de discussion, là, notre Slack. Ah oui, dont tu parlais, oui. Donc. Voilà, qui est un salon qui est non mixte. Voilà, on l'a passé en non mixité. Donc on anime aussi, voilà, on fait le contrôle à l'entrée. C'est un peu malheureux, mais voilà, on a été obligé de faire ça. Oui, parce qu'en fait, vous avez eu parce que Florence Chabaneau en a parlé dans une émission ici, vous avez eu au débat, enfin à un moment quand c'était non mixte, des soucis avec des hommes qui foutaient un peu en gros le bordel, et donc vous avez dû faire en non mixité. Voilà. C'est ça, voilà. Donc on a cette animation de communauté voilà, ça se passe très bien. On a rarement de conflits à gérer.
Et puis moi, personnellement, j'essaye de faire des petites activités sur Nantes, ne serait-ce que Alors, de se quel retrouver genre? pour un déjeuner. Ah, ok. Voilà. D'accord. Ou j'ai récemment organisé une petite table ronde, c'est pareil, sur les femmes dans l'IT. Et j'aimerais faire d'autres choses, mais je manque un peu de temps. Je Tout comprends. ça. Alors, dans des autres communautés, comme je dis, on peut pas toutes te les citer. Il y en a une qui m'intéresse aussi parce que je trouve qu'elle est très intéressante. C'est les coding goûtés. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'étaient les coding, enfin ce que sont les coding goûtés et ce que tu faisais donc a priori avec ton conjoint, si j'ai bien vu. Oui. Donc les coding goûtés, c'est des ateliers d'initiation, ou pas d'ailleurs, à la programmation. C'était en fait, on se retrouvait un dimanche après-midi par mois pour coder en famille. Donc c'était ouvert à tous. La seule contrainte, c'était que les enfants qui venaient devaient être accompagnés d'un adulte. Donc à eux de choisir l'adulte qu'ils voulaient, hein. Ça pouvait être leurs parents, mais ça pouvait être des amis ou autres, peu importe. Et puis on apprenait tous ensemble la programmation de manière ludique. Voilà. Donc, parfois c'était les enfants qui apprenaient aux adultes, parfois c'était les adultes qui apprenaient aux enfants. Enfin, c'était un beau mélange, un peu le bazar, avec du goûter par-dessus et voilà, des gâteaux, des boissons. C'était rigolo. Et à la fin, les enfants qui le souhaitaient pouvaient montrer ce qui avait été fait. Oui, voilà. Voilà. Et s'il y avait un côté fierté de montrer ce qu'on avait pu faire, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, même si ceux qu'on organisait à Nantes, on n'arrivait pas toujours à faire en sorte qu'il y ait une petite démo à la fin. Une restitution, d'accord. Oui. Mais voilà. On avait beaucoup de. Alors, c'est vrai qu'à Paris, ils avaient ce format, c'était très récurrent. Oui. C'était un peu toujours les mêmes qui venaient. Nous, à Nantes, on s'est retrouvés avec beaucoup de personnes qui venaient pour la première fois. On avait beaucoup D'accord. de débutants qui venaient. Enfin, de débutants, pas forcément débutants, mais des gens qui venaient pour la première fois, voilà, on leur montrait 3-4 outils. Après, on les voyait plus pendant quelques temps, puis ils revenaient. Enfin, voilà, donc, on passait beaucoup de temps à refaire un peu des initiations. Donc c'est vrai qu'avec mon conjoint, ça nous prenait, voilà, ça nous empêchait un peu de nous occuper de nos propres enfants pendant ce temps-là. C'était un peu embêtant. Mais après, enfin nos filles s'occupaient d'aller expliquer aussi aux autres comment ça marchait. Donc, D'accord. la pédagogie continue. D'accord. Arias, quelques minutes pas longues. Est-ce que tu as envie de parler d'une autre communauté? Parce qu'il y en a plusieurs que j'ai sous les yeux. Non, mais c'est vrai que Non celle qui me tient particulièrement, oui, entre les duchesses et la programmation pour les enfants, je crois que c'est les deux qui me tiennent vraiment à cœur. D'accord. Alors, dans les quelques instants qui nous restent avant la question finale, j'ai vu que tu t'es impliqué. Ah, attends, en préparation de l'émission, tu m'as envoyé quelque chose d'assez détaillé. Donc, tu t'es impliqué auprès du Parti Pirate lors des législatives et européennes. C'est quelque chose qui est important pour toi, que tu comptes refaire, c'est-à-dire l'implication dans la vie politique nationale, voire locale dans ta commune? Oui, alors de manière locale, plus certainement que nationale ou européenne, comme j'ai pu le faire. Là, mon application sur les législatives et les européennes, c'était essentiellement pour atteindre la parité homme-femme nécessaire. Parce qu'évidemment, le Parti Pirate oui. est à l'image de la communauté informatique, est très masculine. Voilà. Donc voilà, comme il y a des obligations de parité, Tout à fait. je m'étais un peu proposé pour compléter les listes sans pour autant vouloir trop m'impliquer dans ces élections-là. C'est-à-dire que tu n'avais pas fait de porte-à-porte ou de choses comme ça, par exemple? Non. Enfin, après, je sais pas. Parce que je sais que sur Paris, il y avait eu des opérations qui étaient faites. Donc toi, c'était plutôt effectivement le côté parité parce qu'il y avait une obligation légale. Je suis allée coller des affiches, mais oui, je ne suis pas allée beaucoup plus loin. En tout cas, par contre, là, localement, je vais peut-être effectivement m'appliquer pour les prochaines municipales. Voilà. Donc c'est en 2026 les municipales, ça, ou 2027? Oui, c'est ça, oui, printemps 2026. Oui. D'accord, ok, cool. Je vois aussi, et t'en parles de temps en temps sur ton compte Mastodon, que tu as une activité d'apicultrice. Oui. C'est une passion pour les abeilles, c'est pour sortir au plein air, à l'air, enfin, au grand air de temps en temps, c'est pourquoi? C'est un peu les deux. J'ai eu un petit moment de surmenage au travail, enfin au travail, activité et autres. Et mon médecin m'avait conseillé de faire une activité en extérieur.
Et ça faisait longtemps que je voulais avoir des ruches dans le jardin, et je me suis dit que c'était l'occasion. Et voilà, donc maintenant j'ai 5 ruches et je suis obligée de sortir et de voir le soleil pour aller m'en occuper. Alors, question sur le salon, est-ce qu'il est bon le miel? Eh bien, le peu que je récolte, oui, mais je n'élève pas mes abeilles pour ça. pour la production en fait. Donc, j'ai D'accord. très très peu de miel. D'accord, ok. Voilà. C'est... Je laisse vivre Ok. leur vie. Oui, ouais. Alors il reste, écoute, il reste quelques instants avant peut-être la dernière question. Je regarde. Peut-être que est-ce que tu avais un sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder? Sans doute, hein, mais ou quelque chose à citer ou un événement à annoncer. Enfin, je sais pas. Non, c'est bien. Non. J'ai cité l'anniversaire de Duchesse au mois de mai, comme ça, c'est bon. Alors, au mois de mai à Paris, on l'annoncera Voilà. sans faute. Donc la question finale, alors qui est un petit peu différente des questions finales habituelles de Libre à vous, mais qui est spécifique au parcours libriste. La question finale, c'est: as-tu envie de partager quelque chose qui t'a émerveillé, fait du bien dernièrement? Et en fait, ça va faire un peu de redite par rapport à mon activité d'apicultrice. Ouais, c'est vrai que ce qui m'a... Alors, ça va un peu... Bon, bref. L'arrivée du printemps m'éveille toujours autant quand je revois l'activité dans les ruches. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir que malgré tout, la nature continue. Et que j'espère que ça va durer. Et c'est hyper reposant de regarder les abeilles travailler pendant qu'on est en pause. Je crois que l'arrivée du printemps fait du bien à plein de gens. À titre personnel, dans le jardin, il y a une glycine et ça nous met en joie quand la glycine est en fleurs. Alors, il y a quand même une question que j'avais pas vue, que je vais la relayer, vu qu'il nous reste quand même un petit peu de temps sur le salon. On te demande quel est ton logiciel préféré. On n'a même pas précisé libre, donc tu peux même citer un logiciel non libre. Logiciel préféré. Oh là là. Ouais, je sais pas si t'as un logiciel préféré ou un outil quelconque préféré. Cet hiver, j'ai découvert un peu mieux Inkscape. D'accord. J'ai investi dans une brodeuse, une machine à coudre et à broder, et j'avais besoin de transférer mes motifs. Et du coup, j'ai appris à utiliser Inkscape et franchement. Alors, ça fait quoi Inkscape comme c'est un logiciel de manipulation d'images. Ouais. Voilà. Donc, j'ai appris à faire plein de choses que j'imaginais même pas que c'était possible. Et quand je vois que les logiciels propriétaires pour gérer les brodeuses coûtent 5 000 € et qu'un logiciel libre fait aussi bien, si ce n'est mieux, voilà. C'est un logiciel très très puissant, et dans un autre domaine, je le cite, il y a Blender qui fait la création d'images et qui a notamment été utilisé entièrement pour faire un film qui a eu un Oscar récemment en animation qui s'appelle Flow, et qui est magnifique aussi. Donc effectivement, il y a des logiciels libres dans des domaines où on ne s'attendrait pas forcément de la qualité. Donc là tu viens de citer Inkscape. Écoute, Cécilia, à moins que tu aies quelque chose que tu souhaites rajouter, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, mais c'est tout bon pour moi. Ok, d'accord. Tu viendras... Si, j'ai une petite question. Tu viendras pour les 15 ans des Duchesses à Paris ou pas? Oui, je serai là, oui. Ah, cool. Bon, on va réserver des places alors. Donc, c'était le parcours libriste, donc avec Cécilia Bossard, qui est développeuse libriste, consultante senior chez Chaudeau Nantes. Donc, sur le site libreavou.org/244, il y a les liens vers les Duchesses France, vers Chaudeau Nantes, et on rajoutera les liens qui manquent éventuellement. Écoute, merci en tout cas, Cécilia. C'était un plaisir de t'avoir et je te souhaite une belle fin de journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, on va faire une pause musicale. Alors, pour la pause musicale, on va continuer avec ce groupe, The Freak Fandango Orchestra. On va écouter Balkan Beats. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Nous venons d'écouter Balkan Beats par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons passer au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur 2 ou 3 transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. La chronique est écrite par Marie-Odile et mise en voix par Laure-Élise Déniel, bénévole à l'April. La chronique du jour est une rediffusion sur le thème du vote électronique. On se retrouve en direct dans 8 minutes. En période électorale, il semble opportun de lire, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, de relire 3 transcriptions qui traitent du vote électronique. Le vote électronique, en quoi le logiciel libre n'est pas la solution, est une conférence proposée en novembre 2011 par Benoît Cibot, qui a été président de l'April et a participé à la rédaction du texte détaillant la position de l'association sur le sujet. Le vote électronique et ses enjeux était une table ronde menée par Jean-Marc Manac en novembre 2014 dans la fameuse émission 14h42. Et tout récemment, le 25 janvier, Madame Chantal Anguard, directrice de recherche à l'Observatoire du vote, organisme qui publie des rapports et particulièrement après chaque élection politique en France depuis 2007, a été reçue dans l'édition 129 de l'émission Libre à vous. Elle s'est entretenue avec Étienne Gonu et François Poulain, trésorier de l'April et membre de la société CLIS 21. Vous trouverez tous les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavou.org. Voter est un acte qu'il nous est demandé d'accomplir dès le collège, voire dès l'école élémentaire. Pour élire le représentant de la classe, pour faire des choix collectifs. Quoi de plus rapide que voter ? Les étudiants votent. Les adultes votent aux élections institutionnelles, européennes, législatives, régionales, municipales, présidentielles, sans oublier les élections professionnelles, les élections au sein d'une association et les référendums. Voter est donc un acte fréquent. Les divers modes classiques de scrutin sont rappelés, la main levée, le vote par courrier postal et le vote avec bulletin papier. 2 types de scrutins sont souvent regroupés sous le nom de vote électronique. Le vote par ordinateur installé dans un bureau de vote et les scrutins par Internet via un navigateur. Organiser un vote n'est pas une mince affaire. Tout doit être prêt à temps. Se posent des questions de coût, mais aussi tous les problèmes intrinsèques liés à la diversité de la population qui doit voter. Les intervenants s'accordent pour affirmer que la tentation de fraude est toujours présente, même dans les associations du libre, que des erreurs sont possibles à différents niveaux. Une codification pour encadrer les opérations classiques de vote a été mise au point au cours des années. En 2014,
Le bureau politique de l'UMP, renommé ensuite Les Républicains, décide de passer au vote par Internet, présenté comme une arme contre la triche, afin d'élire son président. Dans l'émission 14h42, Anne Levade, présidente de la Haute Autorité de l'UMP, en charge du contrôle de ce vote, détaille la façon dont il a été organisé et les déboires auxquels il a fallu faire face. Une attaque par déni de service, d'innombrables connexions en très peu de temps rendant les serveurs inaccessibles, les problèmes de code permettant aux adhérents d'être identifiés, sans oublier les failles de sécurité dont un expert affirme a posteriori qu'elles n'ont pas été exploitées. Laissons les auditeurs et auditrices découvrir les difficultés en cascade que les organisateurs de son vote ont dû affronter et qui sont exposées de façon sincère dans l'émission. Roberto Di Cosmo, présent à cette table ronde de même que François Poulain, le 25 janvier de cette année, rappelle que sans aucune formation, dans le cas de bulletins papier, quiconque présent dans un bureau de vote, même un enfant, en suivant ce qui se passe autour de l'urne transparente, est capable de comprendre et de se rendre compte que les bulletins qui sont comptés le soir, lors du dépouillement, sont exactement les mêmes que ceux qui ont été mis en place par les électeurs. Sont rappelées les caractéristiques d'un vote démocratique. Liberté de vote, secret du vote, donc sincérité, anonymat, acceptabilité du résultat et de sa légitimité, et la transparence, qui doivent être respectées et traduites techniquement dans le cas du vote électronique. Roberto Di Cosmo note que dans l'histoire de l'évolution technologique, les personnes qui poussent à l'utilisation d'une nouvelle technologie sont celles qui la développent, alors que là, ce sont les professionnels de l'informatique, ceux qui connaissent, qui freinent. Et pourquoi freinent-ils ? Les explications de Madame Anguard sont éclairantes. D'abord, affirme-t-elle, il n'y a pas d'urne. Il y a la représentation électronique d'une urne, et il est impossible de savoir si celle-ci est vide au départ, puisque, dit-elle, la mémoire d'un ordinateur, c'est toujours plein. Ensuite, de façon très imagée, elle décrit ce qui se passe. La personne fait un geste, par exemple, appuie sur un bouton. Ce geste donne une petite impulsion électrique qui est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique est transformé à plusieurs reprises et à la fin, les résultats électoraux sont proclamés. Aucune de ces transformations n'est observable, il est impossible d'expliquer quoi que ce soit, il n'y a aucune transparence. Son ton est ironique. Comment croire les affirmations d'experts qui ne voient rien ? Leur rôle est symbolique. Il y a eu transposition de ce qui se fait pour le vote papier, sauf qu'en informatique, on parle de machines, de logiciels, de code source. Les bugs sont intrinsèques, donc partout, les virus s'infiltrent, une grande opacité, une boîte noire. De plus, quand on agit à distance, n'y a-t-il pas finalement une sorte d'infantilisation des citoyens et des citoyennes qui sont alors un peu dépossédés de cet acte politique de décision collective ? Le vote électronique invisibilise un certain nombre d'atteintes possibles à l'anonymat, au secret du vote, à la sincérité des élections. Quels seraient les apports du logiciel libre sur le vote électronique ou par Internet ? Les avantages du logiciel libre sont rappelés. L'accès au code source, qui amène transparence et donc plus de confiance. La revue par les pairs, la correction rapide des bugs, amélioration de la sécurité. La mutualisation du développement du même logiciel, donc indépendance des vendeurs. Cependant, le logiciel libre ne rend pas le scrutin électronique plus facile à expliquer. La dématérialisation est toujours là. Les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, que ce soit libre ou pas n'y change rien. Avoir du logiciel libre et même du matériel ouvert n'est pas un critère suffisant pour offrir une élection satisfaisante par rapport à nos critères actuels de fonctionnement démocratique. Les outils de vote peuvent s'avérer intéressants et avoir du sens dans certains cas, par exemple pour les Français de l'étranger, pour les membres d'une association. François Poulain développe l'exemple de l'April. Voter en ligne permet aux membres, qui sont maintenant répartis sur quasiment tous les continents, de s'exprimer. La société CLIS 21 a donc développé le logiciel J'ai voté. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ces services quelles sont les limites d'un tel vote, que les garanties sont moindres, et donc une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté, ainsi que les bases sur lesquelles déléguer la confiance. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ces services quelles sont les limites d'un tel vote, et que les garanties sont moindres, donc qu'une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté, ainsi que les bases sur lesquelles déléguer sa confiance. Quand l'enjeu est fort, pour des élections d'envergure comme celle de député ou du président, ce genre d'outil n'est pas souhaitable, n'est pas acceptable, voire inimaginable. Dans les autres cas, on pourra envisager le vote électronique, certes utile et pratique, en fonction des contraintes et des moyens du moment.
Toute la difficulté réside dans le fait d'évaluer l'enjeu. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette thématique. Il faut expliquer aux citoyens la problématique avec tous les arguments et, suite à débat, leur demander ce à quoi ils acceptent de renoncer et donc quelles solutions mettre en place. C'est l'appropriation par chacun et chacune, par notre personnel législatif, de tous les enjeux qui gravitent autour du vote et du vote électronique, qui nous fera progresser collectivement. Nous sommes de retour en direct, donc nous avons écouté une rediffusion d'une chronique de Marie-Odile Morandi et mise en voix par Laure-Élise Desniel sur le thème du vote électronique. Nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, la semaine prochaine, ma collègue actuellement Isabella Vanni, qui est à la régie de l'émission, sera en compagnie de Bouquinette, la présidente de l'April, la Mixit, une conférence autour de la tech, de la technologie, l'éthique et aussi avec des crêpes. Donc mardi 29 avril 2025 à Lyon sur le thème « Mieux inclure la diversité de genre dans le monde du libre ». Ça passe aussi par la radio. Je suppose qu'il sera évidemment question de Libre à vous. Un atelier de gestion d'associations, de membres et de compta avec PAECO, samedi 26 avril 2025 de 9h30 à 12h à Beauvais, est également disponible en visio. On a reçu récemment d'ailleurs PAECO dans l'émission Libre à vous du mardi 4 février 2025. Le podcast et la transcription sont disponibles. Je précise d'ailleurs que toutes les références que je cite actuellement, les liens sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur le site libreavou.org/244. Un nouvel épisode de Share Alike, la série documentaire sur les licences libres et création, est publié en ligne chaque lundi jusqu'au 19 mai 2025. Dans le prochain épisode de lundi 28 avril, l'interview de J, auteur, dessinateur, créateur de jeux vidéo, illustrateur et célèbre chroniqueur dans Libre à vous, ainsi qu'Aurélien Catin, auteur, membre du collectif L'Abuse et de l'association Réseau Salaria. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter l'interview de Tristan Duval et Pablo Albandea du collectif L'Inciné qui a créé la série Share Alike dans l'émission Libre à vous de 8 avril 2025. Il y aura également une présentation de Share Alike, une projection plutôt, mercredi 30 avril 2025 de 19h à 23h à Lille. Comme chaque premier samedi du mois, il y aura le premier samedi du libre, samedi 3 mai 2025 de 14h à 18h au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android avec les nombreuses associations présentes. Du côté de la radio, Cause Commune vous propose, comme chaque premier vendredi du mois, un rendez-vous convivial à partir de 19h30 dans les locaux de la radio, au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Donc le prochain aura lieu le vendredi 2 mai 2025, donc réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif, l'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. Je serai présent et je pense que d'autres personnes, peut-être de Libre à vous, d'autres émissions seront présentes. Je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Vous entendez la musique de générique, notre émission donc se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Julie Chomard, Salomé Yaya Chérif, Cécilia Bossard, Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Desniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuy, bénévole à l'April. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/244 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez nous laisser toutes questions ou nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 29 avril 2025 à 15h30. Notre sujet principal sera un café libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Le débat sera animé par Étienne Gonu. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 29 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.